Day Trading, le podcast, la personnalité type du trader qui réussit, 4e et dernière partie. Un chaleureux bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous dire chaleureux bonjour à tous les traders ou les négociateurs, mais en fait, j'ai envie de vous dire un chaleureux bonjour à tous ceux qui ont la passion de travailler sur soi. Parce que c'est ce qu'on fait depuis quelques épisodes, puis c'est ce qu'on va faire encore dans cet épisode-là, c'est qu'on va continuer de travailler sur soi et à devenir de meilleures personnes et par ricochet, à devenir des meilleurs traders et puis avoir plus de succès. On le souhaite. Du moins, c'est le souhait qu'on a tous. On va poursuivre avec notre lancée de sujets. On a parlé de tellement de sujets déjà, puis on a fini beaucoup avec la discipline dans le dernier épisode. Mais là, moi, il y a un sujet que je trouve intéressant, que je me suis déjà attardé, que j'ai lu là-dessus, mais c'est une question, en fait. Est-ce qu'il existe une limite à notre volonté? En anglais, on parle du willpower. Le willpower, c'est, dans le fond, notre motivation là, à faire ce qui doit être fait dans la journée. Puis il semblerait, je n'ai pas d'études à nommer comme Michel en a souvent, là, très, très précises. Je ne l'ai pas pris en note quand je l'ai lu, mais il semblerait qu'effectivement, on a une limite à notre volonté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en résumé? C'est que si l'énergie que j'ai dans ma journée, là, je vais dire ça comme ça, mettons que j'ai un bassin de 2 heures là, de travail ardu à faire où je vais mettre une volonté, si je le passe à faire des choses futiles, je viens de gaspiller ce moment-là. Donc, la réflexion que je voulais emmener, puis je vais tourner la parole vers vous, messieurs, après, c'est de dire, est-ce que, il y a un meilleur moment dans la journée pour chaque personne pour trader? Pour chaque personne, c'est différent. On a tous une réalité différente aussi avec un emploi, avec des horaires différents. Mais si on ne considère pas ça dans l'équation, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Toi, François, c'est quand le meilleur moment pour toi pour trader? Bien, moi, je voyais ta question en deux volets, mais c'est ça. Y a-t-il une limite à notre volonté? Moi, il n'y a pas de limite. Quand je veux, je vais tout faire. Je vais tout faire, puis il n'y a pas de limite. Quand j'étais plus jeune, tester des systèmes, je me souviens de 7 heures le matin à 11 heures le soir. Je vous le dis, il n'y avait pas de limite. Mais, à un moment donné, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Puis là, c'est ça, tu parles, là, c'est quoi les meilleures heures pour transiger? Ou, exemple, moi, c'est des produits. Bon, moi, transiger certaines commodités, je ne suis pas capable. J'ai bien beau avoir essayé plein d'affaires. Ma volonté était là. J'ai des nuits et puis des nuits à essayer de trouver des systèmes, essayer de trouver une bonne méthode. Certains produits, je ne suis pas capable. Et puis, la même chose, il faut se connaître en tant que négociateur. Tu l'as vécu avec moi. Moi, où je suis prime, là, trading, là, c'est entre 7 heures et 11 heures. On peut transiger 24 heures sur 24 si on veut, mais moi, c'est de 7 à 11. En après-midi, ça ne me tente pas d'ordonner des profits que j'ai faits, ça ne me tente pas d'ordonner une scène, le fameux j'ai gagné 3-4 fois puis j'en perds juste une. Je ne veux pas finir sur une mauvaise journée, même si je suis positif à la fin de la journée. Mais bref, c'est ça. Et malgré que j'ai beaucoup de volonté, une volonté illimitée à transiger 24 heures sur 24, tous les produits, mais on a quand même une limite. Donc, c'est peut-être ça, moi, ma limite. Là. Mais il faut se connaître en tant que négociateur ou dans la vie. Puis ça aussi, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Avec des essais et erreurs, et puis on va... faut se connaître. Je veux faire une petite précision avant de passer la parole à Michel. C'est que, dans le fond, c'est ça. C'est que la volonté, moi, je le voyais dans ce que... Je pense que je l'ai mal exprimé, mais dans une journée. Là. Fait que quand tu as dit de 7 heures à 7 heures, c'est exceptionnel. Là. De 7 heures à 19 heures, là, c'est exceptionnel. Donc, on a un bassin, parce que moi, le lendemain, c'est un reset. Je recommence avec une autre énergie, mais on a d'autres cycles aussi qui sont peut-être saisonniers. On a d'autres cycles qui sont peut-être dans la semaine. Si ton lundi, tu le trouves tough, il y a des gens qui trouvent ça tough le lundi. Moi, le lundi, souvent, j'ai hâte au lundi pour qu'on commence à avancer les choses. Mais c'est sûr que le vendredi après-midi, je fais pas exprès de mettre les choses les plus difficiles à faire, puis j'irai pas transiger de toute façon. Moi, je fais pas ça. Là. À 3 heures l'après-midi, un vendredi, juste avant la fermeture, c'est pas mon style. Donc, ma volonté s'arrête là aussi. T'sais. Fait que c'est de connaître un petit peu, comme tu l'as dit aussi, se connaître notre personnalité, puis l'accepter. Parce qu'il y a des fois aussi où je me sens coupable si je ne trade pas.
Ça, c'est spécial aussi, tu sais, puis c'est pas une question de dépendance aussi. C'est comme, hey, crime, j'ai pas resté, tu sais, mettons, cette semaine, j'ai été moins focus, je suis moins le marché, puis là, on a l'impression qu'on est déconnecté, puis donc, il y a un petit travail à faire à ce niveau-là. Donc, en étant conscient de ça, que c'est pas un bassin illimité, ben, je pense que ça peut aider à l'accepter. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? Bien, il y a le concept de chronotype. Tu sais, il y a vraiment une culture de performance qu'on en parlait dans un épisode précédent, à savoir que c'est important de se lever tôt dans la vie. Hein? Tu sais, les gens qui se lèvent tôt, c'est des gens qui sont performants. Donc, le chronotype, ce que ça veut dire, c'est qu'il y en a des gens qui ont beaucoup de facilité à se lever tôt, puis il y a des gens qui ont plus de difficultés à se lever tôt, puis qui vont se coucher plus tard. Donc, de comprendre c'est quoi ton chronotype, ça fait toute une différence. Donc, par exemple, moi, j'aime ça me lever tôt. Ma conjointe Nadine, elle, c'est l'inverse. Là. Elle a plus de difficultés à se lever tôt, elle va se coucher plus tard. Donc, d'ajuster, dans le fond, ton chronotype par rapport au type de produit, au type de marché, ça peut être quelque chose qui peut être très intéressant. Donc, la crypto-monnaie, c'est intéressant justement parce que c'est 24 heures. Donc, évidemment, il y a des périodes où la volatilité va être plus accrue, il va y avoir un manque de liquidité, donc on doit tenir compte de tout ça. L'autre chose par rapport à ta performance, oui, c'est une question d'énergie. Donc, c'est démontré en moyenne que dès que tu te lèves, entre 6 et 7 heures plus tard, tu as une baisse d'énergie. Donc, je ne sais pas si toi, François, ça t'adonne, mais moi, ça m'arrivait, mettons, de faire des siestes ou de vouloir me recharger sur l'heure du dîner parce que j'étais fatigué. Juste d'aller faire un reset. Donc, ça aide aussi à prendre de bonnes décisions puisque, comme je parlais, c'est un niveau de concentration. Donc, on pense souvent que le travail de négociateur actif, c'est de faire le plus de transactions possible parce que c'est ça ta job de faire des trades. Mais au final, c'est d'avoir plus un état d'esprit de sniper, de tireur d'élite, d'attendre le bon moment pour chasser. C'est le même principe à la bourse. Donc ça te demande, dans le fond, une capacité de vivre avec l'inconfort, de t'asseoir sur tes deux mains, de rien faire. Donc ça prend beaucoup d'énergie. Donc de bien t'alimenter, de prendre tes pauses et de bien dormir, ça fait partie de l'équation. Donc dans ce sens-là, oui, je pense que tu as des limites au niveau de ta capacité à prendre de bonnes décisions. Puis d'ailleurs, c'est démontré, hein, si tu fais une nuit blanche, ta capacité de prendre des bonnes décisions le lendemain, c'est vraiment amoindri. Puis c'est comme si tu serais en état d'ébriété et tu as tendance à prendre davantage de risques. Donc ça, c'est un facteur important. Puis pour faire du pouce à ce que François disait, je suis d'accord avec lui. Moi, je vais avoir un équilibre dans ma vie, mais ça prend un certain déséquilibre à un moment donné. Donc tous ceux et celles que je connais qui ont du succès dans leur domaine, c'est des gens qui sont obsessifs. Que t'aimes ou qui t'aiment pas, c'est du monde qui ont le couteau entre les dents, puis ils vont. Donc, je rejoins François par rapport à cet aspect-là. Mais c'est vrai. Donc, c'est des gens qui ont un willpower énorme, comparativement à quelqu'un d'autre qui est déjà tanné à 10 heures le matin. Là. Donc, chaque personne est différente. Fait que peut-être, même pour les auditeurs, si vous vous questionnez ou que vous avez une difficulté à ce niveau-là, ben peut-être un questionnement, parce que peut-être que c'est mieux de ne pas transiger du tout, là, parce que, tu sais, de l'argent pas perdu, c'est de l'argent gagné. Hein? Faut le garder en tête aussi. Donc, ça ne sert à rien de s'entêter. Puis ça transige bien vers le prochain sujet, qui est l'acharnement et la persévérance. Hein? Est-ce que c'est de l'acharnement? Tu as parlé des gens obsessifs. C'est sûr qu'il y a de l'acharnement là, quand on est obsessif. Là. Ça devient une raison d'être, ça nous habite tout le temps, mais la persévérance, c'est quand il y a de la difficulté, puis quand ça ne fait pas ce qu'on veut. Donc, ça va un petit peu ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Tu sais, ça vient avec. On n'a pas le choix. Sinon, on va lâcher. Ça reste assez simple. Effectivement. Moi, dans une période un peu plus creuse de ma vie personnelle, lorsque je me suis séparé, j'ai eu du temps de libre. Fait que quand on se sépare, on a la garde partagée. Donc, moi, une semaine sur 2, je me ramassais tout seul, pas de blonde, pas d'enfant. Colin, qu'est-ce que je faisais? Je me revengeais sur les graphiques. Donc, je me couchais tard, je regarde mon trading le lendemain. Était-tu affecté? Je ne sais pas. Je pense que je suis bien rodé là-dessus. Mais Colin, c'est mon... je ne veux pas dire que je me revengeais là-dessus, mais je veux dire, je regardais les graphiques avec acharnement, persévérance. J'essayais de trouver des nouveaux trucs. Tu sais, j'avais beaucoup de temps de libre. Puis je vous le dis, moi, c'est tellement une passion. Puis on en parlait dans un autre podcast, je crois. Moi, je pourrais être payé salaire minimum, puis je transigerais pareil. C'est vraiment le plus beau métier du monde. Que ça soit transigé ou n'importe quel métier, si vous le faites seulement pour l'argent,
je pense que vous n'êtes pas à la bonne place. Que ce soit le trading ou n'importe quoi d'autre, il faut vraiment aimer ça. Sinon, ça va être longtemps. Puis surtout le trading, parce que le trading, c'est un peu comme la drogue. Mon voisin qui transige, qui à 55 ans, il a dit qu'il allait prendre sa retraite, 60 ans. Aujourd'hui, il a 80 ans, puis il transige encore. Donc, si je me fie à lui, je suis condamné à transiger. Donc, il faut vraiment aimer ça. Mais bref, l'acharnement, je vous le dis, si vous transigez, puis vous êtes un passionné, vous n'allez pas compter vos heures, puis le mot acharnement puis persévérance, ça fait partie de votre quotidien. Le monde pense que, tu sais, tantôt j'ai dit, je transige de 7 à 4, mais oubliez ça, là, à 5h30, mon cerveau, il spin, puis j'aime ça, comme Michel dit, j'aime ça, me lever 1 heure avant tout le monde. On dirait que je suis productif, tu sais, je suis concentré, je regarde des graphiques, puis après ça, je transige de 7 à 11. Mais après ça, la journée n'est pas finie. On regarde des graphiques, on regarde des nouvelles. Je vous le dis, on en mange. Fait que c'est ça que j'essaie de propager, là, mon plaisir à transiger. Fait que j'espère que ça va fonctionner pour ceux qui nous écoutent. Mais bref, acharnement et persévérance, là, à chacun ses vices. Mais moi, c'est ça. Le trading, c'est... La preuve, tu nous l'as fait, François, parce que des fois, on reçoit des alertes à 6h et quelques, puis on reçoit des alertes à 11h le soir. Fait que la preuve est là. On peut pas obstiner ça du tout, là. C'est ça. Écoute, j'adore ce qu'a dit François, puis je trouve que les gens, ils ont la difficulté à faire la différence à être un trader et trader. Donc, tout le monde trouve ça excitant de devenir un trader. C'est l'identité d'être un trader, de raconter ça aux gens, mais qui aime ça faire le travail de trader? Et moi, ce qui me fait rire souvent, c'est que les gens vont demander qu'est-ce que tu penses de tel actif ABC ou as-tu une recommandation? Mais moi, ce que j'aimerais que tu me dises, c'est comment tu penses pour arriver à ta recommandation. Donc, tu arrives avec une thèse d'investissement. Qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Comment tu exprimes ta transaction avec un fonds négocié en bourse, du côté de l'achat, du côté de la vente à découvert? Tu le fais-tu en pair trade avec une autre trade? C'est ça que je veux que les gens me posent comme question. Donc, la job de trader, c'est pas juste acheter et vendre. C'est tout ce qui est derrière, comme François dit, là, qui se fait l'acharnement des graphiques, de se questionner. Puis on n'est jamais bien quand tu négocies. C'est rare que tu as du plaisir parce que tu es toujours dans un inconfort. J'ai-tu assez d'informations? Je veux avoir raison. Oh, j'ai vendu trop rapidement. J'aurais dû attendre un peu. Donc, c'est pas une place où tu es quand même naturellement bien. Donc, c'est pour ça que tu n'as pas le choix de t'acharner, d'être un peu ce que j'appelle masochiste. Parce qu'on s'entend dessus qu'il y a des emplois qui sont beaucoup moins stressants, qui peuvent te donner un rendement à risque qui est vraiment favorable. Donc, quand tu parlais de travailler sur soi, là, je dis toujours, c'est un miroir qui te présente les points forts, mais qui amplifie les points faibles. Donc, c'est vraiment le plus beau métier du monde aussi, là, d'un autre côté. Très émouvant. Donc, on poursuit avec le dévouement en sa mission. Pourquoi j'ai pris ça en note, cette phrase-là? C'est que, dans le fond, quand j'étais musicien temps plein, là, on parle il y a plus de 20 ans déjà maintenant, j'ai toujours eu en tête que j'étais au service de la musique et non pas la musique était à mon service. Donc, quand je jouais de la musique en groupe, j'étais dévoué entièrement à ma mission de rendre cette musique-là. Puis ça m'a suivi toute ma vie dans ma carrière. C'est-à-dire que quand on travaille sur un projet puis qu'il y a une équipe qui compte sur toi, bien, c'est un dévouement envers ta mission, envers ton équipe, envers le projet. Le projet est plus important que soi. J'ai encore cette attitude-là dans mon trading. Donc, pour me sentir dévoué, j'ai besoin de plus grand que moi. Puis ça, je trouve ça... puis plus grand que soi, ça ne veut pas nécessairement dire quelqu'un d'autre. Ça peut vouloir dire une idéologie, d'être à la recherche, en quête. Mais quand on met des mots à ça puis qu'on le dit carrément, je suis dévoué, j'ai une mission, on dirait que c'est encore plus fort. On dirait qu'on a ancré quelque chose qui fait qu'on peut se rattacher à ça, encore une fois, quand c'est plus difficile. Donc, j'aime bien cette phrase-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow, là, c'est que dans le fond, l'être humain a différents besoins. Donc, la base, c'est les besoins physiologiques. Là. Je dois être capable de nourrir, de me vêtir, puis de dormir. Donc, après ça, tu as les besoins de sécurité. Puis plus que tu montes dans ta pyramide, plus que tu vas au niveau de la réalisation de soi. Donc, cette espèce de vision-là que tu dois avoir. Puis c'est démontré souvent que quand tu as une vision par rapport à autrui, c'est là que tu as plus de chances de réaliser ta vision. Comme par exemple,
Si je cours un marathon, puis je dis que je ramasse des fonds pour la cause ABC, puis je cours pour la petite qui est malade, j'ai plus de chances de finir la course que si je le faisais pour moi. Donc, d'avoir cette vision-là, c'est vraiment important. Donc, pour ceux et celles qui cherchent un pourquoi par rapport à leur négociation active, de dire, je veux laisser un héritage à mes enfants, je veux me développer comme individu, oui, c'est bon, mais je veux influencer mon entourage positivement, ça aide par rapport à ça. Puis par rapport au dévouement, je ne sais pas si vous connaissez Ryan Holiday, c'est un auteur que j'adore. Lui, il m'a fait découvrir là, la douche froide. Donc ça, c'est un bon test, là. De prendre une douche froide, ça a plein de vertus au niveau de la santé. Mais lui, il disait, fais-les pour toi, pour démontrer à toi-même que tu es capable d'avoir au moins un défi par jour. Puis une douche froide, c'est pas le fun, là. Donc, attends, moi j'ai une question très personnelle. Oui, vas-y. Est-ce que tu prends une douche froide à chaque jour? Oui, depuis début janvier, c'est d'ailleurs ma résolution, ouais. Donc, je crains ça eau chaude. Et douche froide, tu commences avec 15 secondes. Après ça, 30 secondes. Et là, tu essaies d'étirer ça, mais je le fais là, religieusement. Puis c'est vraiment un défi personnel. Donc oui, ça a des bienfaits physiologiques, mais c'est juste dans mon état d'esprit de dire, regarde, aujourd'hui, là, j'ai un défi minimum, c'est de prendre une douche froide. Puis à chaque fois, François, je me dis, je le ferai pas. Mais là, on dirait que c'est comme l'habitude qui s'installe. Donc, quand tu parles de dévouement, là, faites-les pour vous, mais trouvez-vous une cause qui est plus grande que soi pour garder la motivation à travers le temps. T'essaieras ça, François, douche froide? Eh boy, moi, je vais commencer 5 secondes. Je vais faire comme toi, mais 5 secondes, 10. C'est correct. Je vais me rendre à ton 2 minutes, peut-être. Oh, je suis pas encore rendu là. Mais tu sais, François, toi, tu le fais aussi à travers ta communauté. Tu sais, quand on parle ensemble, tu sais, dans tes plus grands souhaits, tu dis souvent, je veux que les élèves dépassent le maître. Donc, dans ton quotidien, c'est sûr, quand tu trades, tu as un live room, donc tu partages tes opportunités. Donc, tu souhaites à ce que les gens, d'un, puissent en profiter, mais je pense qu'il y a aussi qu'ils puissent apprendre de ça pour pouvoir éventuellement voler de leurs propres ailes. Fait que tu le fais aussi. Tu as un dévouement, mais là, on parlait plus au niveau humain, là, au niveau partage. Puis on est en train de le faire en ce moment même avec le podcast. Parce qu'on est tous ici, en fait, on n'a pas un salaire là, pour faire ça. Là. Nous, on prend ça sur notre temps, puis on le fait par passion, puis par désir de partager. Mais je le dis souvent, mais on est les premiers gagnants aussi parce qu'on travaille sur nous, puis on apprend énormément. Donc, tout le monde est gagnant, puis en plus, c'est bien le fun. Fait que c'est ça. Donc, c'était pour le dévouement en sa mission. Prochain sujet, la stabilité émotionnelle. Il y a 3 semaines à peu près, Fuji m'envoie un courriel ou un messenger. Puis là, il me dit « Bonjour, monsieur Zénitude ». Il m'appelle comme ça. Puis là, j'étais un petit peu surpris. Tu sais, je dis « OK, il me perçoit… parce que la zénitude, c'est quand même la maîtrise totale. Fait que j'étais, d'un, quand même content. Mon ego était content de donner ça comme perception. Mais ça m'a forcé à me questionner. Est-ce que je suis si zen que ça? Parce qu'on est tous humains et on a tous des émotions. Puis, donc, des fois, je disais à François, c'est comme le petit canard là, que les pieds en dessous de l'eau, il pagaille très, très vite, mais le petit canard est bien calme. Mais dans les faits, je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez zen ou… quand on parlait dans l'autre épisode de la mentalité de croissance, ça, je pense que ça aide. Parce que quand on apprend à embrasser l'erreur, ça aide à être zen. Elle devient positive. Où je suis moins zen, c'est quand on a parlé de contrôle aussi dans notre épisode. Quand j'ai pas le contrôle, là, c'est difficile. Là, c'est le lâcher prise. Donc, comme tout le monde, on doit se reprendre. Mais la stabilité émotionnelle, c'est sûr que si on n'a pas ça, puis Michel en a parlé plusieurs fois aussi dans les autres épisodes, on va manquer de notre coup, là. Je suis convaincu à 100%. Là. Première étape, ne pas paniquer. Après ça, on peut travailler sur nos affaires. Oui. Juste pour ajouter à M. Zénitude, moi, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, puis je l'applique souvent, puis je pense que ça me réussit. C'est la femme de mon meilleur ami. À un moment donné, je paniquais, puis elle a dit, écoute, François, tu traverseras le pont rendu à la rivière. Tu sais, des fois, on a peur d'avoir peur, on panique. Exemple pour le trading ou peu importe là, dans la vie professionnelle ou même personnelle, ça ne sert à rien de paniquer ou on traversera le pont rendu à la rivière. Quand il va arriver quelque chose, c'est comme exemple, je vais remettre ça pour le trading, notre stop est à un certain prix, puis là, ça s'en va proche. C'est pas grave. Si on se fait stopper, c'est
c'est pas la fin du monde. Ça se peut que ça arrive. C'est arrivé exactement un matin. Un matin, on parlait d'un titre, DDL. J'ai aucune idée c'est quoi le nom de la compagnie. Là, quelqu'un dit, mon stop, il est là. Puis là, dans le chat room, on se demandait, c'est pas grave, les boys, notre stop est là. Ça l'arrive, ça l'arrivera. Après ça, le titre a monté. Puis je pense qu'il a monté de 5-10 % en environ 1 heure. Donc, il faut rester zen. Monsieur Zénitude, il faut rester zen. On traversera le pont rendu à la rivière. Ça ne sert à rien de paniquer avant. Puis, qu'est-ce qui nous empêche de paniquer puis d'être zen? Point de vue trading, si on a un plan de match, je vous le dis, vous allez rester zen. C'est tout. C'est quand le stop se fait toucher, c'est plate, c'est fâchant, mais c'est pas grave. Ça fait partie du plan de match. Donc, c'est une façon de contrôler nos émotions, parce que c'est super important en bourse, contrôler nos émotions. Moi, je commencerais pour dire que, selon la statistique, 90% du temps qu'on a peur, c'est des peurs qui ne se réalisent pas. Donc, on est beaucoup dans l'anxiété. On est toujours dans « Ah, ça va arriver », puis finalement, ça n'arrivera pas. Puis moi, dans le fond, mon conseil par rapport à ça, c'est ta relation par rapport au marché boursier. Les gens ont une relation souvent amour-haine avec le marché boursier, hein. Ah, il est pas bon, le marché boursier. Ah, il est manipulé. Il me rend pas service. Puis le marché boursier, là, c'est un intermédiaire entre un acheteur et un vendeur. Et ça n'a rien à voir avec toi. Toi, tu es un simple grain de sable dans une plage. Tu es un simple participant de marché. Et juste le fait, dans le fond, de te dépersonnaliser par rapport au marché boursier, ça va t'enlever énormément de pression par rapport à la performance. Très bon point. On termine avec un dernier sujet, mais que je trouve que ça terminait très bien, là, le combat entre l'humilité et l'ego. L'ego qui, dans le fond, nous force à faire des choses qu'on ne devrait pas ou à vouloir se prouver ou à, des fois, se refaire quand on a une perte. Hein, si on n'accepte pas les pertes et on veut se refaire. Mais moi, je crois beaucoup à travailler à mon humilité, mais c'est un grand combat parce qu'on a tous un ego. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'y a pas d'ego, là. Ça fait partie d'une caractéristique d'un être humain, mais c'est comme un peu le danger là, dans notre quotidien. Hein? Puis quand on est humble, ben, on accepte nos pertes, on accepte nos erreurs. Puis ça se travaille dans le trading, ça se travaille dans la vie de tous les jours. Michel, il a fait une publication ce matin sur l'art de s'excuser. L'art de s'excuser, pour moi, s'excuser. Puis moi, je pratique exactement les 4 points. Puis on va les mettre, les liens. Puis je pense qu'on va avoir beaucoup de liens aujourd'hui là, dans les épisodes, là, parce que Michel, il y en a plusieurs, mais celui-là, on va le mettre. Au départ, on le fait pour l'autre, mais qu'est-ce qu'on doit mettre de côté? C'est son ego. Donc, quand on s'excuse ou quand on peut s'excuser envers soi-même si on n'a pas respecté son plan, mais il faut être humble, il faut l'assumer. S'assumer aussi, c'est pas toujours évident. Des gens qui n'acceptent pas ou des gens qui vont souffrir de l'excusite aiguë. Hein? Ah, c'est parce que tu l'as dit, le marché n'est pas bon. Ah, il m'a chassé mon stop. Ben oui, ça existe, des chasseurs de stop. Puis, mais pourquoi ils chassent ton stop? Parce qu'ils savent où tu l'as mis, tu sais. C'est à toi d'apprendre de le mettre ailleurs si tu veux pas te faire chasser. Ou, fait que dans le fond, de mettre ça de côté, puis arrêter de trouver des excuses, puis d'assumer pleinement, puis de travailler sur soi. Moi, c'est un petit peu ça le regard que j'ai sur l'humilité versus l'ego. Bon, ben, si je peux rajouter, mettre mon grain de sel, on entend souvent le monde, je vais me refaire, j'ai raison. Ça, c'est l'ego qui parle. Là, quand le monde essaye de se battre. Le monde essaye de se battre contre le marché. Ça, c'est la pire des erreurs, je crois. Il faut avoir de l'humilité, mais il faut être résilient aussi. Écoute, ça n'a pas fonctionné. Moi, je compare ça encore avec Tiger Woods et le golf, le trading, surtout le day trading. Hein. Dans le mot day trading, je me répète, mais il y a le mot day, intra-séance. À la fin de la journée, on est supposé être flat position. Mais tu sais, des fois, le monde s'acharne. Ah, je vais avoir raison, le marché, tu vas voir. Mais il garde une position, puis le lendemain, il y a un mouvement à la baisse, on va dire un titre volatile de 20-30 %. Puis là, c'est la spirale qui commence, là, le fameux average down et toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire. Donc, il faut rester... notre ego, il faut le laisser un peu de côté quand on parle point de vue trading. Parce que le marché, c'est lui qui a le plus gros ego, puis c'est lui, au final, qui va tout le temps avoir raison. Donc, il faut rester humble envers le marché et surtout résilient. Puis faire comprendre que prendre des pertes, ça fait partie du travail de day trader. Sinon, Michel, toi, côté psychologie, sors-moi une statistique ou sors-moi une citation de personne célèbre.
Ben écoute, tout d'abord, c'est extrêmement difficile de prendre sa perte parce que dans notre société, c'est donc bon d'avoir une opinion, hein, d'avoir raison. Tu sais, à la petite école, on donne des bonnes notes parce que tu as eu raison. Donc, d'un point de vue sociétaire, c'est important d'avoir raison. Puis à la bourse, c'est une façon d'exprimer justement qu'on a raison. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les Super Forecasters, mais les Super Forecasters, c'est un tournoi qu'on a fait il y a quelques années qui s'appelait le Good Judgment Project. Et les gens avaient à faire des prévisions sur des événements géopolitiques, comme par exemple, parce que le Québec va se retirer du Canada. Et les gens faisaient des prévisions, puis tu avais le choix de modifier ou pas ta prévision. Et on a déterminé un groupe de 2% des gens que c'était les Super Forecasters. Donc, les gens qui étaient très bons là-dedans. Et je te dirais que le critère numéro 1, François puis Patrick, c'était les gens changeaient d'opinion fréquemment. Donc, la raison pourquoi que quand je suis sur le groupe de day trading, je ne fais pas de recommandations d'achat ou de vente, oui, c'est à cause de l'AMF, mais c'est aussi du fait que si je te dis que je suis positif, l'action ABC, c'est là en ce moment. Mais demain matin, moi, je peux changer d'idée, puis être négatif, puis vendre à découvert. Mais le gars ou la fille qui lit mon texte, il ne sait pas ou elle ne sait pas, elle, que j'ai changé d'opinion. Donc, de faire de la négociation active, ça prend l'humilité intellectuelle et de comprendre que tu vas avoir plus souvent tort que raison. Et ce n'est pas un jeu d'avoir raison. C'est un jeu que quand tu as raison, tu essaies de faire l'argent, puis quand tu as moins raison, tu essaies d'en perdre le moins possible. Donc, c'est vraiment ça le principe. Et pour terminer, des excuses, je dis toujours, ça ne sert à rien. Tu sais, il n'y a pas de bienfait ou d'upside à faire une excuse parce que ça te déresponsabilise. Donc, de prendre pour acquis que le marché fait ce qu'il veut et toi, c'est ta responsabilité de réagir en conséquence. Donc, ça, c'est mon mot de la fin par rapport aux excuses. Ça ne rend pas service. En conclusion, sur les 4 épisodes, on a appris quand même beaucoup de points ou de réflexions sur ce que ça prend pour incarner et devenir le trader avec succès. Moi, ce qui me fait le plus triper, c'est qu'on n'a pas parlé, un petit peu au début, mais on n'a pas vraiment parlé de chartes, de graphiques. On n'a pas parlé tant que ça d'analyse technique. On a passé proche dans le premier épisode à bifurquer, mais on s'est discipliné après. On a fait que discuter sur des traits de personnalité, sur les habitudes, sur, dans le fond, notre façon d'être, notre façon de gérer nos vies. Puis c'est pas assez souvent traité dans les livres. Puis, dans le fond, ces sujets-là, là, je vais plugger le livre de Michel. On va le remettre en commentaire. Mais c'est vraiment, tu vas décrire tous les biais psychologiques, toutes les façons qu'on a de réfléchir, qui nous jouent des tours. Donc ça, il faut prendre le temps. Puis moi, je l'ai lu, le livre, dans le fond. Puis là, je m'amuse de temps en temps à le ressortir. Puis là, je sors une page au hasard. Comme ça, tu sais, là, je lis un petit bout. Puis, tu sais, je le ressors, il est là dans ma bibliothèque, puis, mais que ça soit le tien, je fais ça avec plusieurs livres aussi, là, pas juste le livre de Michel, mais je trouve ça intéressant de rester connecté à ça, parce que souvent, on lit un livre, on comprend les principes, après ça, on les met de côté, on met ça dans la boîte, puis on les oublie. Mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de s'y répéter, puis de s'en souvenir, puis d'essayer de voir nos lacunes, puis d'essayer d'identifier quand est-ce que ça nous arrive, ces mauvais comportements-là. Puis après ça, de devenir des meilleurs traders. Et puis, ce qui est plus merveilleux aussi pour moi, c'est que tout ce qu'on a parlé, ça se développe, ça se pratique, puis ça s'apprend. Tu sais, ça, c'est important parce que, dans le fond, quand on vient au monde, là, on connaît rien. Tu sais, c'est ceux qui ont des enfants, tu sais, il y a un réflexe. Le bébé, si on le met sur le ventre de la maman, il va naturellement vouloir allaiter le sein. Là, ça s'appelle l'instinct. Mais le bébé, il doit apprendre à lever la tête, apprendre à se tenir au départ juste avec ses mains, à se tourner. On doit apprendre tout. Fait qu'il n'y a rien de ça qu'on connaît à la naissance. Donc, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Donc, tous les points qu'on a discutés, vous pouvez identifier ceux qui sont les plus faibles peut-être pour vous, puis vous pouvez les travailler. Fait que ça va être génial. Mais il faut juste comme prendre une décision, puis se mettre à la tâche, puis travailler là-dessus. Alors, j'ai envie de vous inviter, messieurs, à peut-être juste dire un dernier mot là, avant la fin, parce qu'on a quand même couvert un bon 2 heures si on cumule les 4 épisodes sur le sujet. Très intéressant. Oui, François? Quand même. Mais c'est ça. Bref, avec ces 4 épisodes-là, on voulait démontrer que le trading, c'est pas seulement du technique. C'est beaucoup de technique, mais c'est pas seulement le technique. Beaucoup de monde, je crois, néglige la portion fondamentale, la portion psychologie.
Il y a plein de bons livres, dont celui de Michel. Il y a plein de bons audiobooks. Il y a des bons podcasts. Beaucoup de matériel gratuit. Votre prochain livre, votre prochaine réflexion, ça serait peut-être un peu apprendre à se connaître en tant que trader. Et puis, si on réussit à corriger ces petites erreurs-là, qui sont corrigeables, je crois. Là, parce que le technique, ça s'apprend. Mais à faire du développement sur nous, ça prend un certain travail. Donc, si on est capable de corriger ces erreurs-là, je crois qu'on met toutes les chances de notre côté pour devenir un trader à succès et profitable, je crois. Mais encore là, pas du jour au lendemain, sur la longue run, sur quelques mois, quelques années. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Écoute, je vais dans le même sens que François. S'il y avait un mot, dans le fond, c'est longévité. Évidemment, on a tendance à penser très court terme. Hein? Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de penser sur le long terme. Puis quand on passe sur le long terme, veux pas, tu passes par le développement personnel. Donc, merci beaucoup les gars pour ces beaux échanges. Merci pour la plug du livre. Merci pour la communauté Day Trading. Puis merci à tous ceux et celles qui prennent le temps d'écouter ces podcasts-là et de commenter les publications et d'en faire aussi. Très apprécié. Merci à toi, Michel, d'être venu nous visiter, de ta générosité aussi. Je termine avec ma petite maxime classique de fin de série. Un trader qui travaille sur lui-même afin de devenir la bonne personne est un trader qui goûtera plus assurément à l'abondance. Bon trading!